Et si je vous disais que nous vivions en ce moment la plus grande opportunité d'investissement crypto depuis 2020? Eh bien aujourd'hui c'est ce qu'on va voir, que les fondamentaux pour un cycle haussier en crypto sont déjà tous réunis. Donc reste bien jusqu'à la fin, car je vais vous expliquer comment profiter de la situation actuelle avec 3 stratégies précises. Pour qu'un bull run commence, soit une hausse rapide, soudaine du marché crypto dans son ensemble, il y a 4 paramètres qui doivent être impérativement réunis. Premièrement, puisque le marché crypto est porté par le Bitcoin, et Bitcoin étant une réserve de valeur, il faut que les économies les plus importantes fassent exploser leur monnaie. Donc c'est une augmentation de la masse monétaire trop rapide par rapport à l'économie. Deuxième prérequis, c'est que puisque Bitcoin est une valeur refuge, il faut donc qu'il y ait une augmentation des instabilités politiques, une montée des tensions, des récessions, des guerres par exemple. Troisièmement, il faut que l'économie soit accélérée par une baisse des taux. Ensuite, il faut que les institutions se soient positionnées, car tant qu'ils n'ont pas fini d'acheter une position qui est assez importante pour eux, ils n'ont aucun intérêt à faire monter les prix. La masse monétaire, c'est la quantité d'argent circulant dans l'économie. Par exemple, les États-Unis ont la monnaie dollar. Et à l'heure actuelle, il y a 21 000 milliards de dollars circulant dans l'économie. Et si on additionne la quantité d'argent des plus grandes économies du monde, donc États-Unis, Union Européenne, Chine, Japon, on va avoir ça. Donc c'est pas la quantité d'argent totale, c'est la variation de quantité d'argent. Pour faire simple, si on passe de 1000 à 1100 en quantité d'argent d'une année à l'autre, on va avoir 10%, c'est l'inflation monétaire. Si l'année d'après, on passe de 1100 à 1150, on a 4,5% d'augmentation, on est en désinflation. Les prix n'ont pas baissé, ils sont montés moins vite. Et le dernier cas, c'est si on passe l'année d'après de 1150 à 1100, on a perdu 4,5%, on est en déflation monétaire. On reprend rapidement avec le graphique, inflation, désinflation, déflation. Et ensuite, on va comparer cette variation de la masse monétaire avec le Bitcoin. Et là, c'est magique. À tous les points bas des cycles, donc 2022, c'était au plus bas de la déflation monétaire. En 2019 aussi, en 2015 aussi, et j'imagine qu'en 2010 c'était pareil. Et si on regarde les plus hauts, ça marche un tout petit peu moins bien mais c'est quand même super. Au plus haut de la variation de la masse monétaire c'était ici, ensuite c'était ici, et ensuite c'était ici. Donc là c'était un petit peu raté. Mais donc ça montre bien les tendances long terme que lorsque l'inflation monétaire augmente, le prix du Bitcoin va tendanciellement monter. Lorsqu'on va être en désinflation, le prix va au minimum stagner. Et lorsqu'on va être à des taux de variation très bas, voire négatifs, donc en déflation monétaire, c'est là où on va toucher le plus bas du Bitcoin. Et ça marche à chaque cycle. Inflation, on monte. Désinflation, on stabilise. Déflation, on baisse. Voilà, c'est toujours le même fonctionnement. Donc pour moi, les cycles de 4 ans, ils étaient certainement au début dus au halving, mais aujourd'hui, ce qui va driver le marché, c'est pas le halving, c'est la variation de la masse monétaire, quasiment exclusivement. Et du coup, il se passe quoi si on compare à l'or, qui est aussi une réserve de valeur? Eh bien, ça donne ça. Depuis 1960, la masse monétaire a augmenté exactement autant que le prix de l'or. C'est complètement fou. Et c'est parce que l'or est l'étalon de valeur. L'or, par rapport à la masse monétaire, ne va pas monter. Et il ne va pas prendre de valeur par rapport aux économies, puisqu'il la garde. Il la garde simplement dans le temps. Ah, c'est super alors, c'est-à-dire que sur l'or, il suffit d'en acheter quand la courbe est en dessous de la parité, et d'en vendre quand elle est au-dessus. Eh bien ouais, c'est aussi simple que ça. Ok, super, bah je vais essayer avec le Bitcoin alors. Ah bah non, ça marche pas. Mais pourquoi ça marche pas alors? Eh bien, c'est parce que le Bitcoin est en train de challenger l'or. Il n'est pas la réserve de valeur, l'étalon de valeur. Il est largement moins capitalisé. Plus simplement, il est tellement plus petit que l'or que sa marge de progression pour atteindre le statut de réserve de valeur mondiale est encore très loin. Le jour où il prendra la place de l'or en tant que réserve de valeur, on verra comme l'or le Bitcoin qui ne bouge plus par rapport à la masse monétaire. Et de l'autre côté, l'or va progressivement se décorréler pendant que Bitcoin va lui prendre des parts de marché. Dans le dernier rapport de BlackRock sur Bitcoin, il présente un tableau juste frappant. Bitcoin réagit mieux que l'or au choc géopolitique, qu'il soit politique, économique ou que ce soit des guerres. Mais bon, ils l'ont comparé sur 10 jours et 60 jours. Je pense que sur 10 jours, dans la grande majorité des cas, on peut pas savoir si c'est la volatilité de l'actif ou une réponse au choc géopolitique. Je pense que c'est plus pertinent de regarder sur 60 jours. Sur 60 jours, le Bitcoin
fait mieux que toutes les classes d'actifs après un choc géopolitique. Sur 10 jours, c'est un peu plus mitigé, il y a des cas comme le Covid où ça marchait pas, ou l'invasion en Ukraine, et c'est tellement pas beaucoup, 6% pour le Bitcoin, qu'on peut pas en tirer des conclusions. Au niveau des tensions géopolitiques, on est plutôt servi. Il y a Zelensky qui vient de refuser de discuter avec la Russie et qui accentue les demandes pour utiliser les armes occidentales sur le sol russe. Et si c'est accepté, l'OTAN entre en guerre directe contre la Russie. Ça m'étonnerait un petit peu, parce que les États-Unis n'ont pas du tout l'air d'être pour cette idée. Au Proche-Orient, l'escalade de la violence continue et les deux parties ont précisé vouloir intensifier la lutte. Et du coup, on voit l'or à un prix qui monte toujours plus haut lorsque la peur s'installe sur les marchés. Depuis près d'un mois, le cycle de baisse des taux a débuté dans la majorité des pays occidentaux. Les USA ont baissé de 50 points de base et la prochaine baisse sera le 7 novembre. Il y a de grandes chances qu'ils baissent que de 25 points de base ce coup-ci, même s'ils pourraient encore créer la surprise une seconde fois et baisser de 50 points de base. Et ça m'étonnerait pas du tout puisque l'inflation est vraiment bien redescendue. L'Union Européenne a déjà baissé de 135 points de base et les prévisions estiment, en Europe comme aux États-Unis, une baisse entre 100 et 200 points de base sur les 2-3 prochaines années. Les taux directeurs, ça permet de réguler l'économie. S'il y a de l'inflation, on monte les taux pour décélérer l'économie, et lorsque l'inflation a baissé, on diminue les taux pour réaccélérer l'économie. Si les taux baissent, les emprunts sont plus accessibles et le levier augmente sur les marchés. Chacun peut emprunter de l'euro ou du dollar à pas cher pour investir. Et une baisse importante des taux signifie qu'on va avoir une augmentation des liquidités entrant des actifs risqués, car les actifs sans risque rapportent moins. Les institutions. Elles ont un montant tellement énorme de capitaux que leur position impacte fortement le marché. Elles se sont positionnées de toutes les manières possibles avant l'arrivée des ETF sur le Bitcoin. Des prises de position sur les entreprises de minage du Bitcoin, des entreprises comme Coinbase, là on voit que c'est les principaux aussi actionnaires de MicroStrategy, et je rappelle rapidement ce qu'est un ETF. L'ETF, c'est un outil du monde financier permettant de s'exposer via des banques, des courtiers, à des actifs spécifiques, dont Bitcoin depuis le 11 janvier 2024. Elles ont commencé à accumuler de manière tellement importante dès le lancement pour positionner qu'elles ont fait exploser le cours avec quasiment un x2 en 50 jours. Et mon avis personnel, c'est que le retracement énorme ici de 6 mois qu'on a connu est simplement dû au fait que les institutions se sont rendues compte de leur retard important. Ils n'ont pas eu le temps de se positionner, ils sont en retard sur le cycle, donc ils sont obligés de faire une pause pour pouvoir se positionner. Parce qu'à l'heure actuelle, avec l'augmentation qu'on avait de la hype ici, le moindre achat de leur part faisait exploser les cours. Pour pouvoir acheter sans faire exploser les prix, elles ont dû véhiculer des messages de peur, d'incertitude, de doute importants via leurs canaux de communication, ce qui a poussé un grand nombre d'investisseurs à vendre leurs cryptos aux institutions qui leur rachetaient. Ça leur a permis de faire stabiliser les cours tout en continuant à acheter. Et ça fait 6 mois qu'elle se gave, où on a bientôt 5% des bitcoins dans la poche des ETF. Donc c'est absolument fou. Et les achats, c'est à coût de centaines de millions ou de milliards par jour. Et c'est aussi pour ça que depuis juillet, je vous bassine toutes les semaines avec le fait que la hausse allait reprendre et que c'était des moments très intéressants pour se positionner. Notamment parce que les positions qu'elles ont accumulées commencent à être extrêmement importantes et maintenant elles ont un intérêt financier à faire exploser les prix. Sachant qu'en plus, on a vu tous les signaux habituels du retournement, une vague immense de liquidation aux 49 000 ici sur cette grosse bougie. Donc là, on avait des dizaines de milliards de liquidés en une seule journée, ce qui est énorme. On avait une peur palpable sur les réseaux avec un score du Fear and Greed, donc c'est un indicateur agrégé des réseaux sociaux et des indicateurs économiques qui donne une note sur la psychologie de marché. Et là, on avait une note de 17, ce qui veut dire qu'il y avait une peur absolument immense. Si en plus on ajoute au fait qu'on a un désintérêt total du public, on a le combo liquidation, capitulation par les prix, où les prix ne bougent plus, capitulation par le temps. Ça fait 6 mois qu'on ne bouge plus, tout le monde se désintéresse, et là on a autant d'intérêt qu'en septembre 2023, qu'en octobre 2022 après FTX, ou qu'en octobre 2020 avant l'explosion. La semaine dernière, je vous avais dit que les conditions d'une explosion étaient en train de se réunir, et que le moment où ça allait partir, ça allait être inarrêtable. Et donc le jour où après une explosion du prix importante, je ne parle pas de 15%, une explosion importante, les institutions feront la pub de Bitcoin, vous savez qu'elles sont en train de vendre des cryptos pour s'en débarrasser après une belle hausse, et ils vont vous les redonner au plus haut du marché. C'est toujours la même chose. On peut voir en quelques coups d'œil quand même qu'elles sont en train de laisser filer un petit peu le Bitcoin. C'est marquant surtout si on se met en semaine.
où là on voit que la hausse est vraiment en train de reprendre et la dynamique s'est totalement inversée. On fait pas des bas de plus en plus bas, mais des bas de plus en plus hauts depuis cette liquidation. On voit que le marché est en train de se retourner et en train de préparer une explosion. Attention quand même sur le court terme, le but c'est pas de FOMO et de tout claquer aujourd'hui, parce qu'on est quand même à 73 sur le Fear and Greed aujourd'hui, donc c'est-à-dire que là tout le monde est en train d'acheter. Mais si on regarde les liquidations, il y a tellement des ordres importants à la hausse que malgré tout, même s'il y a un risque à court terme d'un mini crash, je pense que là l'explosion va arriver, on va aller au moins taper les 74-75 000 très rapidement. Je peux toujours me tromper, et d'ailleurs c'est pas un conseil en investissement cette vidéo, mais il y a de nombreuses manières de profiter de la hausse qui est en train d'arriver. La première stratégie, c'est d'acheter des actions d'entreprise en lien avec les cryptos. Vous avez présenté en détail 3 actions avec un fort potentiel selon moi, et on avait notamment parlé de MicroStrategy que je vous avais présenté. Ah, encore une fois, c'est de la chance, hein. Le jour du plus bas, ici. Et depuis, on est passé de 114 $ à 200 en un seul mois. Donc félicitations aux personnes qui sont abonnées, qui ont activé les notifications, car vous avez pu être au courant de cette opportunité, et vous avez peut-être pris position. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous attendez quoi? Vous voulez être de ceux qui participent au marché, qui prennent des décisions et qui gagnent de l'argent, ou de ceux qui regrettent d'avoir loupé les opportunités? Je vous laisse méditer. Et pour ce genre d'action, il n'est pas encore trop tard, selon moi, pour se positionner, même si bien sûr, si elles ont déjà explosé, bon, ça va diminuer grandement les performances. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les actifs à risque, 50% de la hausse se fait dans les 20 premiers pourcents du temps. Dit autrement, vous ne pouvez pas savoir quand ça va péter, et vous savez que quand ça va arriver, ce sera rapide. Et que si vous n'êtes pas positionné dès le début et que vous n'avez pas pris les dernières claques, vous allez louper une grande partie de la hausse. Deuxième stratégie, vous pouvez acheter du Bitcoin pour vous positionner sur le marché avec le moins de risques possible. Et c'est ce dont je vous ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, où on a déjà pris 15%. Bien sûr, c'est encore le temps, selon moi, de se positionner, même si là, la fenêtre d'opportunité commence à se refermer extrêmement rapidement. Si vous clignez des yeux, vous allez vous réveiller et voir un Bitcoin à 100 000 $ en décembre sans être positionné dessus. Ce que je dis, c'est une possibilité. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais on sait que lorsque ça va exploser, ça sera rapide. Donc si vous n'avez pas pris les dernières claques, vous allez louper une grande partie de la hausse. Troisième stratégie, c'est d'acheter des altcoins de qualité. Et prendre le moins de risques possible sur ce genre de crypto. Au moindre doute, vous devez vous séparer de cet altcoin. Quitte à diviser par 2 le nombre de cryptos que vous avez, je vous déconseille d'avoir plus de 20 cryptos en portefeuille. Car je suis absolument certain que si vous avez plus que 20, vous en avez 30, 40, 50 cryptos différentes, vous ne comprenez même pas la moitié des projets dans lesquels vous avez investi. Et c'est une catastrophe. Et en plus, il n'y a que très peu d'altcoins qui vont faire mieux que Bitcoin avec une volatilité similaire. Pour être sûr de ne pas vous tromper, vous pouvez sélectionner les leaders des marchés. C'est généralement un bon moyen pour être au minimum confiant sur le fait que vous n'allez pas tout perdre dans une grande partie des cas. Et au mieux, vous allez acheter sans savoir des crypto-monnaies de qualité. Donc si vous ne voulez pas prendre le temps de faire les recherches, mais que vous voulez vous exposer aux altcoins, n'allez pas sur des concurrents, n'allez pas sur des microcaps. C'est la plus grande des erreurs. Mais acheter des altcoins n'empêche pas que vous ayez du Bitcoin. Et je pense qu'il est très risqué, si vous investissez dans des sommes importantes pour vous, de ne pas avoir du grand minimum 30% en Bitcoin. À moins que vous êtes professionnalisé dans l'investissement en crypto-monnaie, que vous passez 35 heures par semaine à analyser le marché, et encore, même dans ce cas-là, c'est pas justifié d'avoir 100% en altcoin. Car il y a des moments où même les meilleurs cryptos ne font pas mieux que Bitcoin. Et avoir du Bitcoin dans un portefeuille, ça permet d'améliorer le rendement ajusté au risque. Donc c'est gagnant-gagnant. Et le gros point positif de cette stratégie, c'est que d'après l'écoulement des liquidités dans le marché, les flux arrivent en premier sur Bitcoin, puis vers les grosses crypto-monnaies, puis les moyennes, etc., etc. Et à l'heure actuelle, on est en plein dans la première phase, où Bitcoin attire des flux immenses, et ils n'ont pas commencé à descendre. Et donc comment savoir quand est-ce que les flux vont descendre vers les petites? Eh bien, imaginez quelqu'un en face de vous qui tend un élastique vers vous. Il le tend. Vous ne pouvez pas savoir quand il va le lâcher. Et vous pouvez être sûr que quand il va le lâcher, vous allez vous le prendre d'un coup. Bien, c'est pareil. Pour l'écoulement des liquidités, Bitcoin attire des capitaux. Et d'un coup, une réaction en chaîne de prise de profit et de liquidité se dirige vers les petites crypto-monnaies. Ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, à quelques mois maximum. C'est très rapide. Et ma thèse, c'est que cette alt season de ce mois-ci va être plus importante qu'en 2021.
Notamment parce il va y avoir des ETF sur les principaux altcoins en fin 2024 et en 2025 selon moi. Si jamais la vidéo t'a plu, tu peux me le rendre en t'abonnant, en likant, en partageant à tes proches qui sont intéressés par les cryptos, et à regarder la dernière vidéo que j'ai sortie qui va beaucoup te plaire. J'analyse The Graph, un projet crypto sous-estimé, de qualité, avec un gros potentiel.